Vous aimez vos lectures avec un soupçon de noirceur, il vous faut des morts violentes, des personnages passionnés, des créatures de la nuit. Peut-être que vous aimez le frisson du surnaturel ou encore celui du pire qui sommeille en chacun de nous. Eh bien, moi aussi, et voilà ce à quoi j'ai consacré mes lectures ces dernières semaines. Je vous présente aujourd'hui le résultat de cette macabre mais envoûtante exploration. Si vous avez des suggestions qui correspondent à ces différents critères, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager la vidéo. C'est parti! Alors on va y aller à peu près chronologiquement, en tout cas on commence par le 19e siècle, avec un classique du fantastique, du gothique, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Ici, notre narratrice nous raconte une inquiétante aventure qui lui est arrivée lorsqu'elle était jeune. Un jour, un carrosse s'est arrêté près de leur château à la campagne, et une femme inconnue, d'apparence noble, en est descendue pour confier sa fille Carmilla aux bons soins de la narratrice et de son père, et ce pour une durée indéterminée. On va donc découvrir Carmilla et son comportement parfois étrange, mais aussi assister à la dégradation progressive de l'état de santé de la narratrice. Bon, je ne vous fais pas un dessin, Carmilla est un vampire. On est avant Dracula de Bram Stoker, et ici, le vampire est un être de séduction, de sensualité et d'emprise. C'est un récit court à la première personne qui nous place face à cet être, entre fascination et danger manifeste. Comme la narratrice, on observe et on essaie de comprendre Carmilla, alors même que, en tant que lecteur contemporain, on comprend tout de suite que c'est un vampire. C'est d'ailleurs un élément qui pourrait poser problème, c'est le cas notamment dans Dracula de Bram Stoker. Je vous renvoie à la vidéo où j'en ai parlé, parce que le lecteur contemporain n'a pas vraiment de surprise quant à la nature de la créature fantastique. Mais ici, le problème ne se pose pas vraiment, parce que Sheridan Le Fanu travaille différemment son angoisse. Si l'horreur est d'abord liée au mystère, elle bascule ensuite, avec le récit du général, dans le fait que tout le monde sache plus ou moins consciemment que le danger est imminent, et que c'est Carmilla qui en est la source. Si vous voulez, on passe du malaise à la peur. Un autre élément qui singularise le récit, c'est la dimension saphique que l'on peut y voir. Bien que rien ne soit explicite, surtout compte tenu de l'époque, notamment le vocabulaire, s'il peut y faire penser le lecteur contemporain, pouvait avoir des sens un peu différents à l'époque qui faisaient que c'était pas si clair que ça. On constate quand même que l'amitié entre les deux jeunes femmes est poussée plus loin par ce que la narratrice perçoit de l'attitude de Carmilla, ses actes, ses expressions, mais aussi par l'effet qu'elle a sur elle. Elle est entre la tendresse et l'horreur. On retrouve clairement chez Carmilla un comportement de prédateur, mais on peut aussi voir dans sa sensualité et son appât pour la chair une dimension saphique. On retrouve dans tous les cas un vampire tel que la tradition le gardera, pâle, lubrique, tragique, attirant, inquiétant et néfaste. Il y a une phrase qui résume assez bien cette dimension de la dualité du personnage de Carmilla. Parfois c'est la jeune fille enjouée et languide, parfois le démon au trait convulsé. Est-ce que quelque part ce n'est pas la définition parfaite du vampire? J'ai beaucoup aimé ce court récit qui semble contenir l'essence du vampire et qui est toujours aussi redoutable pour le lecteur contemporain. Donc si en plus de votre vitamine D, vous avez besoin d'une dose de vampire cet automne, celui-ci est tout indiqué. On enchaîne avec un classique français de l'un de mes chouchous. Il s'agit de La fille aux yeux d'or d'Honoré de Balzac. Après une introduction sur ce qu'il appelle les physionomies parisiennes, Balzac nous propose de suivre Henri de Marsay, jeune dandy libertin qui cherche à séduire une jeune femme, aperçue lors de mondanité, et qui a des yeux couleur d'or. Plusieurs thèmes parcourent ce livre, et notamment les deux principaux qui sont le libertinage et l'Orient. Le personnage de Marsay, cynique, imbu de lui-même, découvre avec cette jeune fille le mythe de l'Orient luxueux, sensuel et violent. En effet, cette jeune femme est esclave, gardée par de menaçants personnages pour le compte de son riche et vieil amant. Dans le secret du boudoir, De Marsay va se laisser séduire par ce mélange de sensualité et de mystère qui stimule son caractère de jeune dandy oisif. Toutefois, ce genre d'aventure n'est pas sans danger et il va falloir faire face aux conséquences de ses actes. C'est un récit qui reste mystérieux pendant longtemps. On sait pas forcément où il va, et pourtant on sent bien que la situation n'est pas tenable. Les lieux sont étouffants, toujours surveillés. On sent que les personnages ne sont pas vraiment maîtres de leur destin, et il y a l'ombre du propriétaire de l'esclave qui plane constamment sur le récit. C'est un peu le harem fantasmé qui rencontrerait les liaisons dangereuses, et tout cela donnerait une bonne tragédie. Pour évoluer dans cette histoire, on suit le personnage de Marsay qui est détestable, c'est le libertin cynique absolument pas,
le héros romantique que l'on pourrait peut-être s'attendre à voir dans un texte de 1830. Pour tout vous dire, pendant un moment, la lecture était pas très agréable. Et puis, il se passe quelque chose à la fin, que je ne vous révélerai pas, mais qui m'a fait retrouver le Balzac que j'aime, celui qui sait si bien dépeindre quand les gens sont sur la brèche de la folie. Comme dans Sarrasine ou un certain nombre de ses nouvelles, il décrit ici parfaitement les obsessions qui peuvent s'emparer de nous et nous conduire au-delà des conventions, parfois jusqu'à des actes violents. Bon, je pourrais en dire plus ici, mais ce serait en dire trop, notamment pour les futurs lecteurs, donc on va s'arrêter là. Je vous laisse découvrir ce court roman peut-être un peu mystérieux, mais qui n'est pas dans cette liste pour rien. On enchaîne avec le dernier livre du 19e siècle présent dans cette liste, et il s'agit de l'un de mes auteurs préférés, qui est l'un des génies de l'automne et l'un des génies de la littérature, Henry James, avec Le fantôme locataire et Histoire singulière de quelques vieux habits. Ce sont deux nouvelles publiées séparément, la première, Histoire singulière de quelques vieux habits, en 1868, et la seconde, Le fantôme locataire, en 1876. Henry James est toujours au sommet, et même si ses nouvelles sont peut-être moins marquantes que d'autres, elles sont toujours excellentes. Comme à chaque fois avec cet auteur, le texte est tendu vers une chute, et on ne sait pas s'il se moque de son personnage, de son lecteur, ou des deux à la fois. Il faut pas le lire en se disant « Ah, on va me raconter une bonne histoire, ça va être sympatoche ». Non, c'est jamais à prendre vraiment au premier degré. Henry James est le spécialiste pour mettre en scène des types, des manies, des fantasmes, des vices, tout ce qui habite finalement un esprit humain. Il place ses personnages dans des situations un peu étranges, qui vont les pousser à commettre des actes répréhensibles. Dans ces deux nouvelles, c'est tout à fait le cas, et il flirte en plus avec le surnaturel. La première, donc Histoire singulière de quelques vieux habits, est un peu comme un conte, elle a cette espèce d'épaisseur qu'ont des récits comme Barbe Bleue ou Peau d'âne. Il y a quelque chose d'hors du temps, de luxueux et en même temps de profondément inquiétant. C'est typiquement le genre de récit qui reste en tête après la lecture, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Tout au long de la nouvelle, on se demande où l'auteur nous emmène, quel type d'histoire il va nous raconter, mais on n'est pas perdu pour autant. En fait, ça pousse à lire de manière complètement frénétique. Il est toujours un peu sur le fil entre la satire et le récit fantastique, surnaturel, et on sait jamais trop où on est, où ça va, dans quelle mesure les gens se font des films, dans quelle mesure c'est la réalité. La fin et surtout les dernières lignes apportent une réponse à cette question et nous poussent à reconsidérer en partie la nouvelle que l'on vient de lire. La seconde, pour moi, c'est plus une nouvelle qui va jouer sur l'ambiance. On est sur un campus américain au début du XXe siècle. Un étudiant en théologie nous raconte son intérêt pour une maison abandonnée, aperçue lors de ses balades, et qui semble cacher une histoire très étonnante. Sa curiosité va le pousser à vouloir entrer en contact avec son propriétaire, et percer les secrets de cette mystérieuse demeure. C'est un récit à la première personne, donc on est dans la tête du personnage, on voit la manière dont il appréhende le monde et les situations un peu étranges qu'il va rencontrer. On voit également ce qui le pousse à agir et comment toute cette histoire va l'affecter. Quelque part, c'est une histoire qui est plus franche que la première, on est avec le personnage, on le suit, on essaie de découvrir les secrets. La nouvelle joue sur le surnaturel et sur notre rapport à celui-ci. Je vais pas en dire plus parce que c'est une nouvelle, il y a une chute, il y a des rebondissements, mais sachez que, encore une fois, c'est vraiment bien. Henry James arrive à allier ce plaisir simple du récit court avec une chute, on veut savoir, on lit comme ça, on dévore les pages, et l'amusement acide de celui qui met en scène les tares et les illusions des gens. J'adore, et je n'ai qu'une hâte, c'est de choisir celle que je lirai ensuite. On fait un bond de 100 ans dans le futur avec un classique du fantastique. Il s'agit de L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Ici, on suit un groupe de garçons de 13 ans qui se retrouvent pour Halloween dans une petite bourgade rurale américaine. Ils vont toquer à une étrange maison dont le propriétaire n'est autre que la mort, qui va, afin de sauver l'un d'eux, leur faire découvrir à travers un voyage magique les origines d'Halloween et de ses créatures. Alors, Bradbury, c'est un auteur que je lis un peu tous les ans, et ici j'ai retrouvé son style enchanteur, poétique. Personne ne sait décrire, enfin pas tellement décrire, mais rendre la magie de l'enfance comme lui. En plus, on a un combo parce que dans ce livre, on est en automne, et il se trouve que c'est également l'un des meilleurs auteurs pour rendre son charme inquiétant. Après, ici, c'est clairement un livre qui a été écrit pour pouvoir être lu par des enfants ou des préados, donc ça le rend accessible, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un livre écrit pour des adultes qui serait effrayant, par exemple.
Pour autant, à travers ce côté magique, surnaturel, enchanteur, il y a quand même la réalité qui transparaît, et notamment des questions importantes liées à l'existence et à la mort. C'est pas un livre qui est extraordinaire, qui va être transcendant, il faut pas s'attendre à plus que ce qu'il nous offre. C'est l'occasion, l'espace de 150 pages peut-être, de replonger dans l'enfance, dans tout ce qu'elle a de téméraire, d'intrépide, de cohésion de groupe. On sent qu'ils n'ont pas de soucis, c'est un groupe qui se balade dans ce terrain de jeu qu'est leur ville, un peu comme Stranger Things, c'est un peu le même principe, et puis un jour ils vont rencontrer quelque chose de surnaturel qui va les pousser peut-être à se questionner sur la vie. Donc c'est un roman qui s'oubliera vite dans les détails, mais qui pourtant reste en nous comme le souvenir d'un moment de douce nostalgie. On termine avec un roman que j'ai beaucoup aimé et que je ne m'attendais pas d'ailleurs à apprécier à ce point. Il s'agit de Carrie de Stephen King. J'avais déjà lu Cimetière, qui m'avait bien fait flipper mais qui était quand même un peu longué. Ici, sauf erreur, il s'agit du premier roman de l'auteur et on sent que tout est déjà là. Mais c'est même pas en germe, c'est déjà présent, c'est déjà maîtrisé. On est dans une petite ville du Maine et Carrie White est le souffre-douleur de ses camarades et de sa mère depuis sa tendre enfance. À 16 ans, son pouvoir de télékinésie se réveille et c'est pour elle l'occasion de peut-être changer enfin la donne. C'est un livre brillant, j'ai été complètement subjuguée et plus je le lisais, plus je me disais mais qu'est-ce qu'il est fort! C'était techniquement impressionnant. Il a fait le choix audacieux de nous révéler l'événement important très tôt et il réussit à nous tenir en haleine. C'est même mieux que ça, c'est comme une annonce tragique, il arrive à créer de la tension à partir de là, à la faire monter petit à petit, et en plus à nous faire sentir l'apothéose quand l'événement qu'il nous a déjà annoncé il y a 200 pages arrive enfin. Et ça, c'est très difficile à tenir, et il y arrive sans problème. Franchement, c'est beau. De même, on est dans un récit par bribes a posteriori, il y a des extraits d'enquêtes, de mémoires, d'interviews, ce qui peut être au bout d'un moment répétitif et lassant pour le lecteur, mais pas ici, pas avec Stephen. Avec lui, cela permet d'embrasser une pluralité de points de vue plus ou moins fiables sur les événements qui se sont produits. Il rend compte de toutes ces voix qui viennent se superposer sur un événement qui a été traumatisant. C'est-à-dire qu'après coup, on a les analyses des voisins, les différents témoins plus ou moins directs qui vont avoir des commentaires à faire, des hypothèses, des théories. On a parfois une enquête qui est menée avec un procès. Toutes ces voix plus ou moins officielles viennent rendre compte d'une réalité plurielle. C'est un nouveau récit qui se constitue et parfois aux dépens de certaines personnes et ici de certains personnages. Et quelque part c'est tellement vrai et c'est tellement violent et c'est quelque chose qui va travailler de différentes manières et notamment on voit les mécanismes qui poussent la masse à faire de l'un d'entre eux un souffre-douleur. Et même s'il y a du surnaturel, c'est pas de là que vient l'horreur, c'est traité de manière scientifique, un peu comme dans la science-fiction. On a des explications rationnelles qui sont données. Non, en fait, ce qui nous frappe, c'est le comportement des gens autour du personnage principal, et qui sont profondément normaux. Et là, Stephen King joue sur quelque chose de vraiment perfide pour son lecteur, c'est-à-dire qu'il nous met au départ du côté des gens qui maltraitent Carrie. Au début, elle nous est présentée vraiment comme une fille empotée, qui n'a rien pour elle, qui est un peu gourde, qui est un peu pataude, qui comprend rien un peu à ce qui se passe dans la vie, elle sait pas s'intégrer aux autres, elle n'a pas les codes sociaux, enfin vraiment c'est compliqué pour elle. Et on peut pas s'empêcher de penser qu'elle est quand même pas douée et que c'est un peu de sa faute. Et moi, ça m'a rappelé des gens au collège qui, comme elle, étaient incapables de se fondre dans la masse au moins un minimum. Alors qu'au collège, c'est quand même un peu la règle, sinon les enfants sont horribles avec toi parce que les enfants sont des monstres. Et ouais, moi, ça m'a toujours fait de la peine, et là, c'est exactement ce qui est décrit. Et donc là où Stephen King est génial et, comme je vous disais, perfide, c'est qu'il nous place d'abord du côté des gens, hein, des groupes, des profs, voilà, la vision qu'ont les gens de Carrie de l'extérieur. Puis petit à petit, il va nous montrer le personnage dans son quotidien, dans ses interactions avec autrui, et on va rentrer dans sa conscience et se rendre compte que la pauvre est une victime. Non seulement elle est harcelée depuis toujours à l'école, mais en plus sa mère est une fanatique austère, hystérique et qui la maltraite. Carrie est un personnage qui rend à merveille cette solitude insoutenable de l'adolescence, qui en plus a conscience d'être à l'écart. Comme elle, on étouffe, on souffre et on a peur. Donc Stephen King rend son livre insoutenable, et en même temps on est touché par ce personnage broyé par les autres. Et c'est là que se joue l'horreur, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Stephen King observe ses congénères, il les voit très bien, en plus il a été prof, donc je pense que c'est d'autant plus véridique, et il a simplement à les décrire tels qu'ils sont.
Comme c'est mon deuxième Stephen King, j'ai commencé à réfléchir à ce qui fait un peu sa patte, et pour moi, l'un des éléments, c'est notamment sa capacité à faire dégénérer une scène. Le passage commence normalement, hein, tout va bien, et puis petit à petit, sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte, tout est devenu hors de contrôle. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir, et donc ça nous percute de manière encore plus efficace. Ce sont souvent des scènes qui sont violentes physiquement ou psychologiquement, et qui laissent des images marquantes, qui nous heurtent de plein fouet et qui vont nous laisser comme ça un malaise qui va perdurer après la lecture. Notamment un bon exemple de ça dans Carrie, c'est la scène du début, la scène des vestiaires. Mais j'en suis sortie absolument horrifiée, et en même temps, je suis désolée de le dire, mais totalement conquise. Il est vraiment très très fort. Une autre raison, je pense, qui fait que j'ai adoré ce livre, notamment plus que Cimetière, c'est qu'il fait moins de 300 pages. Il est donc court, et ça m'a donné l'impression d'avoir le talent de Stephen King en condensé, ce qui finalement a rendu la lecture d'autant plus percutante. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire sur lequel lire ensuite, sachant voilà, que Cimetière, c'était pas non plus ce qui m'avait le plus conquise, alors que là, je pense que vous avez compris que je ne vais pas cesser d'en parler autour de moi. J'avais envisagé Misery, voilà, dites-moi si c'est un bon choix. Bref, je m'en remets à vous. Comme vous l'aurez constaté, les classiques, qu'ils soient anciens ou modernes, sont idéales pour cette divine saison qu'est l'automne. Ils ont ce petit quelque chose à la fois de suranné et de nostalgique qui apporte encore à l'atmosphère de la lecture. J'espère donc que cette vidéo vous aura permis de trouver quelques idées pour les semaines à venir. Profitez bien, baladez-vous dans la nature, ramassez des feuilles, mangez du potiron. À la prochaine.